Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 2 juin. Le président de la République a reçu ce lundi l'ambassadeur de la République du Chili qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le président de la République a reçu également le PDG de la compagnie maritime d'affrètement Compagnie Générale Maritime CGM. On ira à Inkushent, à l'ouest du pays, pour faire immersion dans une ferme de pisciculture située à Targa, un projet qui contribue au développement de cette activité dans la région. La prise en charge des enfants atteints d'autisme au cœur des préoccupations de l'État, les dernières décisions du président de la République lors du Conseil des ministres, notamment la création d'un centre national dédié à ces enfants, favorablement accueillis par les professionnels de la santé. Les réactions dans ce journal. Bienvenue à tous. Je disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi l'ambassadeur de la République du Chili, Francisco Javier Berguino Hurtado, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Et à l'issue de cette audience, l'ambassadeur de la République du Chili a rappelé la profondeur des relations bilatérales liant Alger et Santiago, et ce, dans plusieurs domaines, ainsi que la coopération multilatérale et les échanges commerciaux entre les deux pays, tout en rappelant que l'Algérie est aujourd'hui un modèle de stabilité et de développement dans la région. Écoutez. Les prochains jours marqueront la fin de ma mission en tant qu'ambassadeur du Chili auprès de la République algérienne démocratique et populaire. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de transmettre à Monsieur le Président de la République ma profonde reconnaissance de la cordialité, la collaboration et du respect dont j'ai bénéficié durant mon séjour dans ce beau pays. Ce fut un privilège de représenter ma nation et d'œuvrer au renforcement des liens entre nos peuples. L'Algérie m'a appris la valeur de sa riche histoire et de sa culture, ainsi que l'engagement de son peuple en faveur du progrès et de la paix. À chacune des rencontres, j'ai admiré l'hospitalité et l'esprit de coopération qui caractérisent votre nation. Ces valeurs ont été essentielles à la réalisation des projets communs dans de divers domaines et reflètent notre vision partagée d'un avenir plus prospère. Pendant les 2 ans et demi qui a duré ma mission dans votre pays, nous avons progressé nos relations dans des divers domaines, y compris dans ceux de l'énergie et des mines, les relations interparlementaires, la coopération multilatérale et bien sûr la culture. Nous avons repris nos consultations politiques régulières et le commerce entre nos deux pays, bien que modeste, a doublé entre 2023 et 2024, aujourd'hui avec une balance tout à fait équilibrée. J'apprécie profondément le soutien et l'ouverture du gouvernement algérien pendant mon séjour à Alger. Votre pays est un modèle de stabilité et de développement dans la région. Je suis convaincu que les liens entre le Chili et l'Algérie vont continuer de se développer et de prospérer pour notre bénéfice mutuel. Au moment de partir, je porte en moi une profonde affection et un profond respect pour l'Algérie et pour son peuple. Merci. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également le PDG de la compagnie maritime d'affrètement Compagnie Générale Maritime CGM, Rodolphe Sadé. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Transports, Saïd Saïd. Le PDG de la compagnie maritime d'affrètement Compagnie Générale Maritime, Rodolphe Sadé, a affirmé que l'audience avec le président de la République a été l'occasion d'évoquer les différents projets sur lesquels travaille l'équipe de CGM-CMA. J'étais ravi de rencontrer Monsieur le Président de la République, Monsieur Tebboune, cet après-midi pour un entretien, pour faire un point sur les différents projets que le groupe CMA-CGM travaille en Algérie. Avec l'aide du ministre des Transports, nous souhaitons
essayer d'avancer sur ces différents projets. Nous croyons beaucoup dans le développement de l'Algérie. Je pense qu'il y a un véritable potentiel. Nous allons essayer de surmonter les difficultés opérationnelles et essayer d'avancer dans la bonne direction. Merci. Mandaté par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale entament aujourd'hui une visite officielle de 4 jours en République de Slovénie. Cette démarche fait suite à la visite officielle effectuée par le président de la République en Slovénie en mai dernier, couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération dans des domaines vitaux d'intérêt commun. Les deux ministres tiendront une série de rencontres et d'entretiens avec leurs homologues slovènes dans le but de renforcer la coopération bilatérale. La délégation algérienne effectuera également des visites de terrain dans plusieurs établissements de santé et entreprises spécialisées dans la fabrication et l'assemblage de prothèses afin de bénéficier du savoir-faire slovène dans ce domaine. Le projet de programme de réhabilitation sanitaire des enfants et adolescents palestiniens victimes de la guerre contre Gaza devrait constituer l'un des principaux axes inscrits à l'ordre du jour de la visite. D'autant plus que cette initiative humanitaire fait suite aux précédentes démarches ayant permis la prise en charge d'enfants palestiniens affectés par l'agression contre Gaza. Cette visite traduit également l'engagement constant de l'Algérie en faveur d'une diplomatie de solidarité active fondée sur les principes de fraternité et de coopération et œuvrant au renforcement des partenariats constructifs avec les pays amis au service des causes humanitaires justes, en tête desquelles la cause palestinienne. L'Algérie a pris ce lundi la présidence de la Commission de l'application des normes internationales du travail dans le cadre des travaux de la 113e session de la Conférence internationale du travail qui se tient à Genève du 2 au 12 juin. Son élection à la tête de cette commission prestigieuse reflète la confiance et la reconnaissance dont elle jouit auprès des membres de l'Organisation internationale du travail et des partenaires sociaux grâce à son engagement constructif dans les différentes dynamiques de l'organisation ainsi qu'à son expérience pionnière en matière de protection sociale, de renforcement du dialogue social et de défense des droits des travailleurs. En assumant la présidence de la Commission, l'Algérie réaffirme son engagement inébranlable à poursuivre ses efforts en parfaite cohérence avec les objectifs de l'Organisation internationale du travail. Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Raqash, a procédé à la remise d'une licence d'exploitation à l'entreprise chinoise Jindong Steel pour la réalisation d'une usine de production de fer et d'acier dans la wilaya de Msila d'une valeur de 500 millions de dollars. Cette usine produira annuellement 500 000 tonnes de fer à béton, de tuyaux en acier et dérivés permettant de créer 1100 emplois directs. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Quidri, a présidé la cérémonie de signature d'un accord de partenariat tripartite entre le groupe Saïdal, le groupe Madar Holding et le groupe de recherche scientifique en virologie AGERP pour la création d'un centre de recherche en microbiologie et développement de vaccins et d'une usine de production de vaccins à usage humain et vétérinaire. Il s'agit d'un projet stratégique qui permettra à l'Algérie de se positionner comme un leader dans ce domaine en s'appuyant sur des compétences nationales reconnues. Dans la wilaya de Ain Mouchent, l'aquaculture gagne du terrain et séduit de plus en plus de passionnés. Beaucoup ont fait le choix d'élever du poisson dans des bassins alimentés par les eaux douces de la vallée. Une activité exigeante mais porteuse d'avenir, soutenue par la création d'une zone dédiée aux investissements aquacoles. Immersion avec Raouf Hamouche. Nous sommes à quelques kilomètres du littoral, plus exactement à Terga, dans la wilaya de Ain Mouchent, dans une vallée bercée par le clapotis discret des eaux des bassins piscicoles. L'Akhdar a monté un ambitieux projet d'élevage de tilapia rouge. Chaque jour, en début de matinée, un véritable rituel commence dans sa ferme aquacole. Il accomplit des tâches qui requièrent une certaine maîtrise technique et beaucoup de patience. Ici, on élève du tilapia. Chaque poisson, on le suit depuis l'état d'alevin jusqu'à sa taille commerciale. C'est un peu comme une famille. Je suis la croissance de mes poissons presque un par un. La pisciculture, une activité qui commence à faire des émules dans la région. Pour l'Akhdar, c'est bien plus qu'un travail, c'est une vocation. À 68 ans, il a quitté la grande ville pour se consacrer à cette ferme piscicole, loin du bruit et proche de la nature. Nourri 3 fois par jour, avec une alimentation naturelle
et contrôlée, les poissons grandissent dans des conditions optimales. Mais derrière cette réussite discrète, les défis sont nombreux. Ce n'est pas facile tous les jours. Le prix de l'aliment a doublé et il faut aussi faire face aux variations climatiques. Mais je tiens bon parce que je crois en ce projet. Un modèle qui séduit. Pour accompagner les amoureux de l'aquaculture, la wilaya a lancé dernièrement une nouvelle zone d'exploitation aquacole. Objectif, attirer les jeunes investisseurs et faire de l'aquaculture un pilier de l'économie locale. La zone d'exploitation aquacole s'étend sur 8 hectares pour un investissement estimé à 235 millions de dinars. Le taux d'avancement des travaux est évalué à 75%. Au niveau de la wilaya, nous avons 16 projets d'aquaculture d'eau de mer. Tous ces projets ils ont des bases logistiques au niveau de la zone d'activité Sbihat. Avant, la zone n'était pas aménagée. L'année 2024, la direction de la pêche a inscrit l'aménagement de cette zone, la viabilisation de la zone d'activité et les travaux ont commencé à fin de l'année 24. Dans la wilaya de Ain Timouchent, où la terre et la mer se rencontrent, l'aquaculture s'impose comme un créneau générateur de richesse. Une activité timidement exercée jusque-là, mais qui promet de devenir un levier de développement local durable et prometteur. Ici, l'avenir se dessine au fil de l'eau. La prise en charge des enfants atteints d'autisme a toujours été difficile vu la complexité de ce spectre, mais aussi le nombre croissant de ces enfants. Les dernières décisions du président de la République annoncées lors du Conseil des ministres, notamment la création d'un centre régional et d'annexes régionales dédiées aux enfants autistes, ont été favorablement accueillies par les professionnels de la santé. Notre caméra a sondé pour vous les réactions au niveau du centre de santé mentale des Vergers, souvent submergés par une forte demande. Naïm El Walish, reportage. Bonjour. Je m'appelle Mustapha. C'est vrai? Situé au Verger, ce centre dédié à la santé mentale reçoit des enfants atteints d'autisme qui viennent des 4 coins du pays, si bien que le personnel est souvent débordé. La création prochaine d'un centre national et d'annexes régionales pour la prise en charge des autistes est particulièrement bien accueillie dans cet établissement. On était très contents et très agréablement reçus cette nouvelle, vu qu'on avait fait plusieurs travaux par rapport à cela. C'était des travaux multisectoriels, je dirais intersectoriels, pour une bonne prise en charge des enfants qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. La création donc des centres éminents, et c'est vraiment là, un peu partout, c'est vraiment la meilleure des décisions qu'on puisse recevoir. Et les meilleures nouvelles qu'on puisse recevoir. Pourquoi? Parce que déjà, tout à fait, ça va soulager la pression déjà qu'on reçoit spécialement sur Alger. Ils viennent tous vers Alger, donc on reçoit une pression énorme. Donc cette décision va nous permettre justement de soulager cette souffrance et soulager pas notre souffrance, mais plutôt la souffrance des parents qui se déplacent. La prise en charge multisectorielle, c'est le meilleur de ce qu'on peut offrir à un enfant qui présente un trouble autistique. Les parents des enfants atteints d'autisme apprécient particulièrement les thérapies prodiguées dans ce centre. Il y avait rien à Miliana. On s'est déplacé sur Alger pour prendre en charge notre fille. Donc on a trouvé ce centre et on a trouvé tout ce qu'on a besoin. Nous avons une panoplie de pathologies, les autistes, les trisomiques, les retards mentaux. Donc avec ce cas-là, que je prends en charge depuis un moment, depuis je crois 3-4 ans à peu près, c'était un enfant qui bougeait beaucoup, qui n'était pas stable, qui ne parlait pas, et actuellement il dit des mots, ce qui est magnifique. Pour une prise en charge efficace, la collaboration entre familles, professionnels de santé et éducateurs est plus que nécessaire. On fait un diagnostic précoce, donc ils consultent vraiment au bas âge, à partir du premier diagnostic, voire 18 mois, 2 ans. Donc le médecin, le pédopsychiatre, il pose un diagnostic. Le diagnostic, déjà, il lui faut du temps, il lui faut, pour être sûr vraiment qu'il présente un autisme, pas autre chose. La prise en charge, elle est multidisciplinaire dans le centre.
Elle dépend donc de tout un programme qui doit être appliqué par le pédopsychiatre, par toute l'équipe orthophoniste, psychologue, psychomotricienne, ergothérapeute, voire toute spécialité selon la difficulté que présente l'enfant. L'autisme touche environ un enfant sur 100. C'est dire qu'il faut absolument encourager les gens à s'impliquer dans la lutte pour une meilleure intégration des personnes autistes tout en soutenant les initiatives locales et nationales dédiées à l'autisme. À l'étranger, en Palestine occupée, le génocide de l'armée sioniste se poursuit. Ce matin encore, pas moins de 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'armée d'occupation sur diverses zones de la bande de Gaza. Auparavant, les forces d'occupation avaient ouvert le feu sur des civils près du centre d'aide américain à l'ouest de Rafah, faisant 3 martyrs et 35 blessés. Wissam Abouzaïd, Walid Yousfi. 18 000, c'est le nombre d'enfants palestiniens assassinés à Gaza depuis le début de l'agression sioniste. Depuis plus de 18 mois, la bande de Gaza est le théâtre d'une tragédie humaine d'une ampleur majeure. Les enfants, symboles d'innocence et d'avenir, en paient aujourd'hui le prix fort. Quand nous avons ouvert les yeux, nous avons trouvé les lieux en feu. La femme à côté de moi a pu sauver 2 de ses filles, mais pas son fils, Allah yarhamou. Il a été brûlé vif avec d'autres victimes. La distribution d'aide humanitaire est devenue un piège mortel, selon l'UNRWA. Hier, un point improvisé de distribution d'aide dans la région de Rafah a été pris pour cible. 30 Palestiniens ont été tués et plus de 150 autres blessés. Résultat, en plus du génocide de l'entité sioniste, le peuple palestinien doit faire face à une famine sans précédent. La famine fait rage ici, c'est terrible. L'enfant palestinien connaît aujourd'hui les plus grandes souffrances de l'histoire. Amnesty International et plusieurs autres ONG ont documenté des bombardements de l'entité sioniste ayant causé la mort de dizaines de milliers de Palestiniens, dont un grand nombre d'enfants. L'un des plus meurtriers s'est déroulé en 2024 à Rafah, causant la mort de plus de 32 enfants. Et toujours au sujet de la situation au Proche-Orient, le secrétaire général de l'ONU a appelé ce lundi à une enquête indépendante après la mort de moins 31 personnes à la suite de tirs la veille près d'un centre d'aide humanitaire à Gaza, imputé par les secours à l'armée d'occupation qui a nié être impliquée. Antonio Guterres a déclaré qu'il était inacceptable que des Palestiniens risquent leur vie pour obtenir de la nourriture sans attribuer la responsabilité des décès. Il a demandé l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante sur ces événements et que les auteurs soient tenus pour responsables, a-t-il encore dit. Selon la défense civile, des tirs israéliens ont fait au moins 31 morts et 176 blessés à proximité d'un centre de distribution d'aide alimentaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. La marche de la liberté qui devait se terminer après plusieurs escales à la prison de Qnitra au Maroc pour exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus injustement dans les geôles marocaines a été confrontée au refus du Marsène d'accéder au territoire marocain. La marche a néanmoins réalisé un travail colossal de sensibilisation à la question sahraoui. Aujourd'hui, des voix s'élèvent contre son expulsion par le Marsène et son interdiction d'entrée à Tanger. Amira Sefta. Après avoir traversé plus d'une vingtaine de villes françaises et espagnoles pour réclamer la libération des prisonniers politiques sahraouis, les militants de la Marche de la Liberté devaient atteindre la ville marocaine de Qnitra, dernière étape d'un périple qui a débuté le 30 mars dernier, mais sans succès. Les services de sécurité du régime du Marsène ont tenté de stopper cette marche avant même son arrivée au Maroc et d'intimider les militants à bord du ferry qui les transportait depuis l'Espagne. La Sûreté nationale marocaine était dans le bateau, dans les eaux territoriales espagnoles. Et ils nous ont empêchés de faire quoi que ce soit. Ils ont même arraché un téléphone d'une de nos photographes en lui faisant mal à la main. Donc ils se sont comportés comme des voyous alors qu'ils n'étaient pas encore dans les eaux marocaines. Et ils nous ont pas tamponné nos passeports. Et on est reparti par le même ferry. Quand tout le monde a été parti, il n'y avait plus de témoins. Et donc maintenant nous repartons sur Tarifa et nous continuerons la lutte. Ce qui m'a marqué le plus, c'est le mépris envers les gens qui se battent pour le Sahara occidental. C'est refuser que 13 personnes ou 14 personnes descendent sur le sol marocain pour rencontrer
pour faire valoir les droits des prisonniers politiques. Je trouve ça choquant. Au cours de 2 mois de mobilisation, la marche a été l'occasion d'exiger du régime marocain de se conformer aux décisions de l'ONU sur la libération des prisonniers sahraouis détenus arbitrairement et sur le droit de visite de Claude Mangin à son mari, Naama Asfari, prisonnier politique condamné à 30 ans de prison en 2013. Même s'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, les organisateurs de la Marche de la Liberté estiment qu'ils ont tout de même remporté la bataille, car le Maroc a une fois de plus montré son vrai visage, à savoir un régime dictatorial et répressif. Le régime marocain a voulu faire taire la voix du peuple sahraoui avec des condamnations allant de 25 à 30 ans et parfois à perpétuité. Mais chaque Sahraoui, chaque soutien est devenu la voix de ces détenus politiques. Dans un communiqué, la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines a exprimé sa ferme condamnation et son rejet catégorique de l'expulsion forcée à la délégation de la Marche de la Liberté, y voyant une nouvelle tentative du régime marocain d'étouffer toute voix visant à exprimer sa solidarité avec le peuple sahraoui. La Ligue a aussi considéré cette action comme une attaque directe contre les droits de l'homme et a tenu l'occupation marocaine pleinement responsable de cette grave violation. Et dans ce même sillage, des rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont exhorté le Maroc à mettre fin immédiatement à la campagne de répression et de violence menée à l'encontre des Sahraouis dans les territoires occupés, notamment des défenseurs des droits humains, journalistes et partisans de l'autodétermination au Sahara occidental et qui a fait 79 victimes. Les experts de l'ONU exhortent à ce titre le Maroc à mettre immédiatement fin à ces violations, à respecter ses obligations internationales en matière de droits humains et à garantir que le peuple du Sahara occidental puisse pleinement exercer son droit à l'autodétermination conformément au droit international. Il plaide également pour le respect des libertés d'expression, de réunion et d'association et appelle à enquêter sur toutes les allégations d'abus et à rendre justice aux victimes. Cet appel fait suite à une série de communications de l'ONU soulevant des préoccupations similaires au cours des 5 dernières années et à une plainte déposée par le groupe de travail sur les droits de l'homme au Sahara occidental occupé, l'association sahraoui des victimes de graves violations des droits de l'homme commises par l'État marocain et le collectif des défenseurs des droits humains sahraouis. Et la politique répressive du Marsen dépasse le Sahara occidental. Les villes marocaines vivent également au rythme des abus de pouvoir et des violations des droits de l'homme et des libertés individuelles. Une situation dénoncée par l'Association marocaine des droits humains qui a tiré la sonnette d'alarme lors de son 14e congrès. L'occasion aussi de rejeter la normalisation avec l'entité sioniste. Ismaël Sultan, Raouf Hamouche. Dans un contexte marqué par la régression des libertés et l'atteinte à la dignité humaine, le 14e congrès national de la principale organisation indépendante de défense des droits humains au Maroc a livré un constat sans détour. Dans un communiqué final au ton ferme, les congressistes ont dénoncé ce qu'ils qualifient de chute morale et de faute politique majeure, la normalisation avec l'entité sioniste, qui dépasse aujourd'hui le cadre diplomatique pour s'étendre à des domaines sensibles tels que la coopération militaire, sécuritaire, cybernétique et le renseignement. Traduisant pour le coup un alignement assumé du Marsen sur une machine de guerre sioniste qui mène un génocide contre le peuple palestinien. Le Maroc déploie d'intenses efforts sur la scène internationale pour justifier l'accueil sur son sol des figures les plus controversées de l'armée sioniste. Une démarche perçue par de nombreux observateurs comme une chute morale retentissante, mais aussi un acte susceptible d'être qualifié de crime au regard du droit international. Le Maroc connaît une propagation alarmante de la corruption, s'enracinant dans divers secteurs de la vie publique et nourrissant un climat de malaise généralisé. Les conséquences de cette situation pèsent lourdement sur le moral du peuple marocain. On remarque surtout un recul inquiétant en matière de droits fondamentaux. Le communiqué n'a pas manqué de rappeler l'absence de l'État dans les zones touchées par le séisme d'El Haouz, soulignant que les sinistrés, abandonnés à leur sort, vivent toujours dans des tentes ou des abris de fortune malgré les promesses répétées du Marsen de reconstruire. Aussi, la dénonciation de la poursuite par ce même Marsen de l'usage de logiciels espions sophistiqués à l'encontre des journalistes et de défenseurs des droits humains. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.